RTL Soir, Marc-Olivier Fogiel. Il est 18h37. Deuxième invité d'RTL Soir depuis Katmandou, donc le week-end dernier. Il a sauté en parachute sur le flanc du mont Everest. C'est le premier handicapé à le faire. Bonsoir Marc Kopp. Bonsoir Marc-Olivier. Merci d'être en ligne avec nous de Katmandou. Donc vous êtes originaire de Longwy en Lorraine. Et vous avez réalisé votre rêve en sautant de 10 000 mètres d'altitude d'un hélicoptère en tandem au-dessus de l'Everest. Aujourd'hui, l'image est encore dans votre tête très forte, j'imagine. Ah oui, bien sûr, oui. Inoubliable. Pour l'homme assis que je suis, c'est un rêve qui était quasiment inaccessible. Alors, l'homme assis que vous êtes, parce que maintenant, depuis une dizaine d'années, vous êtes atteint d'une sclérose en plaques. Est-ce que vous pouvez nous dire en quelques mots, Marc, dans quel état vous êtes, comment cette sclérose en plaques, aujourd'hui, vous handicape ? Écoutez, c'est déjà tout le côté droit en ce qui me concerne qui me pose des problèmes au niveau de la motricité, de la marche. C'est en plus une sclérose en plaques douloureuse, donc qui nécessite l'absorption de morphinique d'antalgiques puissants au quotidien. C'est des problèmes vésico-sphinctériens avec une rétention chronique, c'est-à-dire dans mon cas la pathologie de la vessie qui ne se vidange plus. C'est des troubles de la vue avec un rétrécissement concentrique de l'œil gauche plus important que l'œil droit. C'est une dégradation de la mémoire, une difficulté dans le contrôle des mouvements, une perte d'équilibre, trouble de la perception sensorielle, et que il y a encore pas si longtemps que ça, j'étais dans des autosondages et une opération m'a permis de récupérer un petit peu d'autonomie. Et sinon, je n'aurais même pas pu envisager de pouvoir faire ce défi. Marc, racontez-nous pour qu'on comprenne bien en quoi c'était important pour vous de pouvoir dépasser vos limites. Quel était le symbole, quel était le message ? Puisqu'il y a évidemment le fait de le faire, mais il y a aussi le fait pour vous, évidemment, que ça soit une forme de symbole vu votre handicap. Écoutez, je pense que la souffrance est trop souvent vue de manière négative. Il y a souvent une courte vue qui n'y voit que désespoir, peine. Et moi, je voudrais essayer justement de permettre à ceux qui partagent cette forme d'handicap, cette forme d'atteinte neurologique ou autre, de pouvoir se dire qu'on peut accéder à une autre force agissante, qui nous permet justement de pouvoir mieux appréhender la vie, de peut-être arriver à transformer le pire en meilleur et de dépasser du coup notre propre douleur physique. Et ça, Marc, pour vous, ça a toujours été une évidence quand la maladie est apparue et que vous avez lutté contre. Vous avez toujours eu cette philosophie de vie en vous, ou alors vous avez eu aussi des grands moments d'abattement et, comme beaucoup, et ce qu'on pourrait comprendre, une façon de se replier sur soi-même. Oui, de toute façon, on a tous. Alors, on est à peu près égaux face à l'annonce du diagnostic où on est anéanti parce qu'on sait que dorénavant notre vie ne sera jamais plus la même, qu'il y avait un avant, un après, que on a une épée de Damoclès au-dessus de la tête, que dans le cadre d'une SEB primaire progressive, puisque c'est mon diagnostic, ça veut dire que j'ai une évolution inéluctable de ma maladie. Et donc effectivement, il y a l'acceptation de la maladie qui prend du temps. Et là, par contre, on a chacun sa vitesse, la manière d'accepter, d'essayer de vivre le mieux possible avec. Moi, j'ai eu la chance d'avoir pu être entouré, d'avoir pu être soutenu par rapport à cette atteinte, l'annonce du diagnostic, et il me semblait naturel de pouvoir redonner aux autres ce que j'avais reçu, modestement. Concrètement, racontez-nous, puis on va raconter toute l'histoire après, mais racontez-nous quand la porte s'ouvre à 10 000 mètres au-dessus de l'Everest, quelle est la sensation ? C'est une sensation assez violente, parce que c'est des conditions extrêmes, c'est moins 50 degrés, c'est 300 km/h. Plus là c'est un hélicoptère, donc on était un tout petit peu au-dessus du toit du monde. Et là donc la porte est ouverte, l'hélicoptère en plus vous avez une sortie beaucoup plus franche qu'avec l'avion. Et là vous êtes happé avec les nuages juste à hauteur des yeux. Vous luttez contre le froid, contre la vitesse, vous supportez l'équipement avec le masque oxygène, les lunettes, le casque, et vous avez quand même le temps. Enfin, grâce à Mario, mon pilote tandem, j'ai pu avoir la sérénité et trouver le temps de profiter d'avoir tous les sommets de l'Himalaya à 360 degrés en perspective. Génial, donc une chute libre d'abord de 1000 mètres, puis le parachute qui s'ouvre sur 4500 mètres ensuite sur le toit du monde.
Voilà, donc là la vitesse c'est extrême, hein. C'est très très technique parce que en fait, en règle générale, les tandems auxquels j'ai pu participer, on décolle de 4000 pour atterrir au niveau de la mer. Là c'est vraiment le contraire, c'est-à-dire on atterrit à 4000, même un petit peu au-dessus. Donc là vous arriviez à la vitesse du TGV. Ah ouais. Ce qui explique aussi l'épuisement total dans lequel je me suis trouvé. Suite au trekking Trekking qui vous amène à l'hélicoptère. qu'il a fallu faire à dos de cheval en ce qui me concerne, avec un Tintin au Tibet, vous imaginez les ponts suspendus, des dénivelés incroyables, des pentes et des descentes infernales, et même à dos de cheval. Enfin, c'est moi qui étais cavalier avant dans une autre vie, ça m'a servi. Mais c'était affreusement éprouvant. Vous, on l'a dit, hein, Marc, vous avez 55 ans, vous êtes atteint depuis une dizaine d'années. C'était quoi votre quotidien avant, votre activité professionnelle par exemple, c'est quoi? Moi, j'étais cadre dirigeant dans le tourisme, j'avais un certain nombre de salariés sur ma responsabilité, avec une vie de fou, hein, comme c'est souvent le cas, c'est-à-dire qu'on ne s'écoute pas, on ne s'entend pas, on ne prend pas le temps de réfléchir, on est toujours pressé, enfin, on mène une vie de fou. Et un beau jour, vous êtes fauché par la maladie qui vous rappelle à l'ordre, parce que vous n'avez pas écouté votre corps, vous n'avez pas écouté votre épuisement, et il est trop tard. Donc chaque fois que je le peux, à des amis qui sont encore actifs aujourd'hui, je m'empresse de leur dire fais attention, moi j'ai vécu l'expérience dramatique de ne pas avoir pris le temps de réfléchir, de me poser, et j'en ai payé la note. Aujourd'hui, vous travaillez encore ou votre état de santé vous en empêche? Mon état de santé m'en empêche, parce que j'ai un traitement quand même très très lourd. J'ai pas loin d'une trentaine de cachets à prendre au quotidien, répartis le matin, le midi, le soir, et puis à des périodes entre le matin, le midi et entre le dîner et le coucher. Donc c'est une gestion impossible. Il faut bien comprendre que en dehors de cette expédition un peu folle, je suis un homme. Quand je dis un homme assis, c'est ce qui symbolise le mieux mon atteinte. Je suis quelqu'un qui est réactif le matin. Et plus la journée avance, plus je suis fatigué. Donc j'ai besoin de faire des siestes. J'ai besoin de quelquefois je ne suis en état de rien faire. Et c'est comme ça. Il faut pas lutter contre. Ça, je l'ai accepté aujourd'hui aussi. Et donc, voilà, là, ça demande d'aller chercher au fond de soi, dans ses profondeurs, une énergie insoupçonnée. On imagine bien. Alors, il vous a fallu rassembler une somme d'argent pour réaliser tout ça. Vous le dites, 26 000 €, donc collectés grâce à des dons et à des amis. Et donc, ce saut, dimanche, qui restera à jamais gravé pour vous, dans votre mémoire, et comme un symbole pour tous ces gens qui sont fauchés par la maladie. Y croire, c'est possible. Ah oui, c'est vraiment un message d'espoir. Hein. Je suis le porte-parole des héros d'aujourd'hui. Et quand je parle de héros, j'y associe tous mes frères de souffrance et mes sœurs de souffrance, parce que c'est eux les véritables héros aujourd'hui. Ceux qui tous les jours, à travers les petits défis qu'ils ont à surmonter, nous montrent la route du possible. Est-ce que vous imaginez un après Everest, Marc? Est-ce que vous allez en rester là? À vous écouter, ça m'étonnerait. Vous avez d'autres projets plein la tête. Oui, écoutez, là encore une fois, je ne peux que l'évoquer ce soir, parce que figurez-vous que Mario Gervasi, malicieusement, m'a dit, écoute, maintenant, puisque tu as fait l'Everest, il te reste à faire les 2 pôles. Ce qu'il a fait lui en son temps, et donc je vais l'accompagner probablement, si tout va bien, en 2014, avril-mai, pour le pôle Nord. Et le pôle Sud probablement sur novembre-décembre. Merci beaucoup Marc de ce témoignage très fort ce soir sur RTL, plein d'espoir évidemment pour tous ceux qui ont un handicap et pour les autres aussi qui ont des petits bobos au quotidien qu'ils ont de temps en temps du mal à dépasser. Merci à vous. Merci infiniment Marc-Olivier. Merci et bon retour à Paris. Merci beaucoup. Au revoir.